RRB, l'invité du matin. Bonjour Jérôme Aucan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes océanographe à l'IRD, conseiller auprès de la sécurité civile pour les risques tsunami. On va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end en Indonésie, dans l'archipel des Célèbes. Ce séisme et ce tsunami qui ont causé la mort pour le moment. Le bilan est provisoire, Nicolas le disait il y a un instant, 832 morts. Qu'est-ce qui s'est passé aux Célèbes ce week-end? Parce que j'allais vous dire que finalement, un séisme et un tsunami dans cette région du monde, c'est pas quelque chose qui est exceptionnel. Oui, malheureusement, l'Indonésie est pile sur ce qu'on appelle la ceinture de feu, qui est en fait un ensemble de limites de plaques tectoniques à la surface de la Terre. Et c'est à ces endroits qu'on retrouve les grands séismes et les volcans. Et généralement, ces grands séismes peuvent générer des tsunamis. Donc, comme en plus ils sont générés très près, leur potentiel de destruction est énorme. On l'avait bien vu en 2004. C'est le même type de phénomène qui vient de se passer. Est-ce que tous les tremblements de terre, là, la magnitude est de 7,5 degrés sur l'échelle ouverte de Richter, est-ce que tous les tremblements de terre provoquent forcément un tsunami? Qu'est-ce qui se passe quand il y a formation de tsunami? Non, c'est une très bonne question. Donc, ce qui se passe quand il y a un tremblement de terre, c'est la manifestation de deux plaques rigides de la croûte terrestre qui bougent l'une par rapport à l'autre. Quand il y a ce qu'on appelle une subduction, c'est-à-dire une plaque qui passe sous l'autre, quand il y a le tremblement de terre, une plaque est soulevée verticalement, et quand ça se passe sous l'eau, donc toute la masse d'eau est soulevée, ça crée une vague. Ensuite, un tsunami. Donc un tsunami. Parce qu'une fois que cette masse d'eau est soulevée, elle se propage, comme quand on jette une pierre dans une mare, et ça crée le tsunami. Après, il y a d'autres types de séismes où les plaques glissent les unes contre les autres. Et dans ce cas-là, le mouvement est horizontal et on peut avoir un très fort tremblement de terre, mais sans déplacement vertical. Même si ça se passe sous l'eau, il n'y a pas forcément de tsunami. Et a priori, c'est ce qui s'est passé. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu un tsunami s'il n'y avait pas de raison qui en est physiquement parlant? Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que le séisme qui a eu lieu est un séisme de décrochement. Donc c'est deux plaques qui bougeaient horizontalement. Donc on n'est pas dans un scénario classique de fort tsunami. Mais, quand on l'a bien vu sur les images, il y a eu un tsunami. On sait aussi que ce tsunami a été relativement localisé. C'est-à-dire qu'il a été dramatique à Palu, mais dans les îles à côté, il n'a même pas été mesuré. Donc ça pointe vers un tsunami qui aurait été généré par un glissement de terrain sous-marin. Donc il faut imaginer une pente, une montagne sous-marine, où une grande quantité de rochers, de sédiments se décroche et descend le long de la pente à l'intérieur de l'océan. Et c'est ça qui crée le tsunami. Donc aujourd'hui, ça va mériter un peu plus d'expertise, mais a priori, c'est ce qui s'est passé. Ce tremblement de terre de 7,5, de décrochement horizontal de plaques, a lui-même pas généré de tsunami, mais a généré un glissement de terrain sous-marin qui lui a généré le tsunami. Est-ce qu'il y a une magnitude, je dirais, limite, où on sait que, à partir de telle magnitude, il va forcément y avoir création de tsunami? Alors, on a cette table, on va dire, assez facile de telle magnitude veut dire, attention, commence à y avoir un risque de tsunami. On l'a pour quand on a un séisme de subduction. Oui, c'est-à-dire la plaque qui passe dessous. Voilà, où les plaques se chevauchent avec un mouvement vertical. Et là, dès qu'on dépasse 7, on lève le nez et on commence à regarder ce qui se passe. Dans le cas d'un glissement de terrain sous-marin, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas quelle est la magnitude nécessaire pour déclencher ce glissement de terrain sous-marin. Oui, ça peut être un très faible tremblement de terre qui va faire... Ça peut être même, par exemple, une réplique. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu avoir ce 7,5 en lui-même, qui n'aurait rien fait en termes de tsunami, parce que faut bien se rappeler, malheureusement, les victimes le sont aussi à cause du tremblement de terre, indépendamment du tsunami. Mais ensuite, ce tremblement de terre, il y a eu plusieurs répliques. À 6, à 5, il aurait très bien pu se passer que le glissement de terrain ait pu être déclenché par une des répliques, par exemple. Sur le cas précis de l'Indonésie, en regardant tout à l'heure un petit peu sur des cartes, sur Internet, on a l'impression qu'il y a des failles de partout, que c'est un peu plus compliqué, j'allais dire, pardonnez-moi, mais un peu plus compliqué qu'ailleurs, où on voit très bien, il y a une faille ici, etc. En Indonésie, on a l'impression qu'il y en a de partout. Oui, c'est vraiment une zone de rencontre de plaques, entre plusieurs plaques, donc la géométrie des
des plaques est très compliqué. On n'a pas une limite de plaques très linéaire comme on peut avoir pour la fosse des Nouvelles-Hébrides entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie ou le long de la côte chilienne par exemple. Mais en Indonésie, effectivement, on a en plus, pour ajouter à la complexité, on a des zones de subduction à côté des zones de décrochement. Donc on peut avoir du mouvement latéral, du mouvement vertical. Tout ça à quelques centaines de kilomètres de différence. J'aimerais qu'on s'intéresse à la sismologie dans notre région, la Nouvelle-Calédonie. On sait qu'il y a cette faille entre la Calédonie et le Vanuatu. C'est une faille de subduction, c'est ça ? C'est bien une faille de subduction, donc c'est une plaque qui passe sous l'autre. On est bien, en fait, on est juste à côté de la ceinture de feu, donc cette plaque, cette limite de plaque, cette faille et la continuité fait partie de la ceinture de feu. Donc si on regarde au nord, cette ceinture de feu passe par les îles Salomon. Ensuite elle tourne et elle descend vers nous. Elle passe entre la Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu. Elle s'arrête pour reprendre au niveau de Tonga, au niveau des îles Tonga, et c'est ce qu'on appelle la faille de Tonga-Kermadec, et qui descend jusqu'en Nouvelle-Zélande. Donc c'est cette faille de Tonga-Kermadec qui est responsable des tremblements de terre de Christchurch, par exemple, ou du dernier tremblement de terre et de tsunami de 2016. Donc tout ça, ça fait partie de la ceinture de feu. Et on va dire ces trois zones, que ce soit les îles Salomon, la faille des Nouvelles-Hébrides ou la faille de Tonga-Kermadec, on va dire ce sont les trois zones qu'on va surveiller le plus en termes de tsunami pour la Nouvelle-Calédonie, parce que les dommages peuvent être importants et surtout les temps d'arrivée peuvent être relativement courts. Comment est-ce qu'on les surveille, ces zones ? Ça se passe comment ? Alors on va dire ce qui est facile, c'est de détecter le séisme qui aurait pu générer un tsunami. Parce que les ondes sismiques, quand il y a un séisme, les vibrations se propagent dans la croûte terrestre. Et il suffit d'avoir quelques stations sismiques pour pouvoir identifier où et quand est survenu le tremblement de terre. Et sachant que ces ondes sismiques vont très vite dans la croûte terrestre, on va dire, pour le Vanuatu, en moins de quelques minutes, on a détecté le séisme. Tonga-Kermadec, on va dire en 5 minutes, on sait où était le séisme, on sait sa profondeur et on sait son amplitude. Donc, comment est-ce qu'on fait justement pour mesurer la profondeur, l'amplitude et le positionnement ? On parle souvent de l'épicentre. Comment est-ce qu'on fait pour localiser tout ça ? C'est de la triangulation avec pour la position, tout à fait. On va dire c'est de la simple triangulation. On connaît la position des sismographes, on regarde les temps d'arrivée, on connaît la vitesse de l'onde sismique dans la croûte terrestre, donc on arrive à voir la position. Et ensuite, avec une analyse plus fine de l'onde sismique elle-même, on peut définir plus la position, la configuration du séisme, si c'est un séisme qui a déclenché un mouvement vertical ou un mouvement horizontal. Donc ça, c'est une analyse qui peut être faite automatiquement dans les sismographes, en très peu de temps. Alors, on l'a bien compris, localiser et déterminer le point d'un séisme, ça semble pas trop compliqué. Après, il y a cette histoire de formation de tsunami. Là, comment est-ce qu'on fait pour surveiller ça ? Parce que là, c'est beaucoup plus aléatoire, j'allais dire. C'est un petit peu plus aléatoire. Sur les grands séismes de subduction, on est un petit peu moins surpris. Même si, de toute façon, dans ce domaine-là, on va toujours être surpris par un phénomène. Donc, on a un moyen, pour un séisme donné, d'avoir une idée de la vague. Ensuite, on a un moyen de voir un petit peu sa vitesse de propagation. Et on connaît un petit peu la façon dont elle va se comporter quand elle arrive à la côte. C'est ce qui est important dans le phénomène tsunami, c'est la configuration aussi de la côte ? On va dire c'est le plus important, parce que c'est là que tous les enjeux sont. Quand le tsunami est au large, à la limite, il gêne personne. C'est vraiment quand il arrive à la côte qui crée des dommages. Et c'est vraiment là qu'on a besoin de savoir à quelle heure il va arriver et surtout quelle forme il va avoir et quelles conséquences il va avoir, que ce soit pour la hauteur d'eau ou pour le courant, ou pour les dommages qu'il va faire, les tourbillons et les turbulences et les dommages qu'il va faire à la côte. Pour la Nouvelle-Calédonie, on sait qu'il y a des sirènes qui ont été mises en place, qu'il y a eu pas mal de travaux faits pour justement gérer le risque tsunami. Ça donne la possibilité à la Calédonie d'être, j'allais dire, à l'abri de grosses catastrophes où on sait que malheureusement, parce que c'est la nature, avec la vitesse de propagation, il y a certains points où ça sera compliqué de prévenir.
Oui, alors depuis 2014, où il y a eu le transfert de compétences de la sécurité civile à la Nouvelle-Calédonie, il y a énormément de progrès qui ont été faits pour justement la maîtrise d'ailleurs de tous les risques, mais en particulier du risque tsunami. Donc aujourd'hui, les officiers d'astreinte de la sécurité civile ont tous été formés à la réception des messages internationaux. Donc aujourd'hui, ce réseau de veille sismique dont je parlais tout à l'heure peut envoyer des messages aux autorités, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui permet aux officiers de sécurité civile de savoir très vite où et quand il y a eu un séisme. Et ensuite, ils ont une table qui leur permet d'évaluer très vite s'il y a danger ou pas. Et ça leur permet de déclencher ou pas les sirènes qui sont disposées là où les enjeux sont les plus importants et où le risque est le plus important. Et en Calédonie, c'est vraiment les zones qui font face aux sources possibles de tsunami. Donc c'est la côte est et les îles Loyauté qui font directement face soit à la faille des Nouvelles Hébrides, soit à la faille de Tonga Kermadec, soit à la faille des îles Salomon. Est-ce qu'un jour, on arrivera à prédire un séisme? Est-ce que ça sera possible un jour de dire attention, dans quelques heures, il y aura un séisme à cet endroit-là? Il y a quelques avancées, mais on est vraiment sur des phénomènes qui sont très très peu prévisibles. On parle... On applique une force sur une brique, par exemple, et à quel moment elle va casser. Il y a une partie... on sait que ça va casser. On sait quel potentiel ça a de cassure, mais on ne sait pas quand. Il y a quelques petits travaux qui sont faits pour peut-être voir les prémices, peut-être avoir quelques heures ou quelques minutes. Mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui arrivera dans les années qui viennent. Aujourd'hui, notre seule façon de se prévenir contre les tsunamis, c'est d'évacuer la côte une fois qu'on sait qu'il y a eu un séisme. Pour l'instant, on ne peut pas prévoir le séisme. Vous le disiez, la prévision est très compliquée. Moi, ça fait... j'ai 43 ans et ça fait 43 ans que j'entends qu'il va y avoir le Big One aux États-Unis, etc., etc. Il ne s'est toujours rien passé. Il a eu lieu au Japon, il a eu lieu en Indonésie. C'est la même chose, c'est lié? C'est tout cela. Quand on parlait de ceinture de feu tout à l'heure, en fait, même si les gens ne connaissent peut-être pas la ceinture de feu, ils savent tous les endroits qui sont sur cette ceinture de feu. C'est le Chili, c'est le Pérou, c'est la fameuse faille de San Andreas, c'est l'Alaska, c'est le Japon, c'est l'Indonésie, c'est la Nouvelle-Zélande. Donc généralement, quand on entend à la télé ou aux nouvelles un fort tremblement de terre, un fort tsunami, il y a à peu près une chance sur... quasiment 9 chances sur 10 que ce soit sur la ceinture de feu du Pacifique. Mais donc, est-ce que ça peut craquer, j'allais dire par exemple au large du Chili, et avoir un impact quelques heures, quelques jours plus tard, par exemple au Japon? Par rapport au séisme ou au tsunami? Au séisme. Ça, pareil, c'est... Parce que si ça craque d'un côté, on peut penser que ça va se détendre de l'autre. C'est lié, c'est tout à fait lié. Alors, je ne suis pas spécialiste sur cette partie vraiment purement sismique, mais a priori, il y a assez peu d'évidence que ça soit le cas. Il y a encore un phénomène, une façon très aléatoire que les séismes arrivent. Et pour répondre encore à votre question, c'est ça... Cette question, voilà, moi j'ai 42 ans, j'en entends toujours parler, j'ai jamais rien vu. C'est vraiment une grosse difficulté pour les gens comme moi qui essayent de sensibiliser les gens, ou les gens comme la sécurité civile qui essayent de sensibiliser la population, parce qu'on parle d'un phénomène qui revient pas forcément, pas une fois par génération. On parle pas de cyclone, parce que dans les cyclones, on va tous avoir quelqu'un dans la famille qui connaît, qui l'a vécu. Donc il y a un vécu. Mais les tsunamis, malheureusement, ils arrivent, pour un endroit donné en tout cas, un endroit donné, ils n'arrivent pas forcément suffisamment souvent pour qu'il y ait dans la mémoire collective le souvenir de cet événement. En Nouvelle-Calédonie, il y est à Lifou, en 1875, il y a des dizaines de morts. C'est un endroit, par contre, par exemple, où le risque de tsunami est très bien pris en compte. Dans le reste du pays et dans d'autres pays,
ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu de tsunami destructeur, les gens oublient. Et les gens ont tendance à sous-estimer la menace qui est là. Après, il ne faut pas non plus paniquer. Faut pas faire paniquer les gens. Il faut être très réaliste par rapport à la menace. Mais il ne faut pas se dire que ça fait 50 ans que ce n'est pas arrivé, ça n'arrivera pas. Oui. Ça, c'est la meilleure façon, le jour où ça arrive, de se retrouver... De ne pas être prêt. Une petite piqûre de rappel de temps en temps. Et je pense que c'est ça qui est important aussi à faire passer, c'est que on peut facilement s'échapper d'un tsunami. On va dire. Si c'est un cyclone, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Mais un tsunami, il suffit de monter un petit peu en hauteur. Et dans la plupart des cas, il suffit de marcher. Il ne faut pas forcément courir. Et c'est ça, pour ça que depuis 2004, depuis le grand tsunami d'Indonésie, il y a énormément d'efforts qui ont été faits. Parce qu'on sur des cas comme l'Indonésie en 2004, si on avait eu le système d'alerte qui existe aujourd'hui, on aurait sauvé pas des dizaines, mais des centaines de milliers de vies en pouvant leur donner 10 minutes avant, même 10 minutes, ça aurait pu suffire. 10 minutes avant, partez. Ne restez pas sur la plage, ne restez pas sur la bande côtière, montez en hauteur. Donc vraiment, ça arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, si on est prêt, un minimum, on peut vite sauver des vies. Merci beaucoup Jérôme Aucamp d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes océanographe et conseiller auprès de la sécurité civile pour le risque tsunami. Merci beaucoup. De rien.